Non, nous n'avons pas découvert les Skrulls avec les premières images de Captain Marvel dans Entertainment Weekly. Est-ce que vous pouvez être naïf alors Eh non, ils étaient là avant. Alors un petit brin de contexte, les Skrulls, ce sont ces aliens métamorphes qui n'ont rien à voir avec Piccolo ou avec Pickle Rick et qui peuvent envahir n'importe quelle planète en changeant de forme. Toi en gros tu crois que tu couches avec ton mec ou ta meuf et en fait tu es en train de bouffer de la verdure, c'est terrifiant. Sauf que les Skrulls du Marvel Cinematic Universe, on sent qu'ils maîtrisent pas encore trop le changement de forme. Il n'y a qu'à voir avec Bruce Banner qu'ils ont remplacé entre 2008 et 2012, il est un petit peu forci du visage, il a perdu 20 cm et 10 ans de cours de théâtre. Il y a aussi James Rhodes qui a été remplacé entre 2008 et 2010, et là on sent qu'ils maîtrisent pas du tout le nuancier, hein, les types. Le seul bon point que je leur accorde, c'est Fandral, qui a été remplacé entre 2011 et 2013. Là, ils n'ont pas été trop mauvais, on sent qu'ils doivent kiffer les mousquetaires. Bref, je vous laisse me dire ce que vous avez pensé de ces premières images de Captain Marvel, des Skrulls, de Jude Law et de ce film dont on attendait plutôt la bande-annonce dans les commentaires. Et sans plus attendre, on va passer à l'actu comics, puisque tout de suite, ce sont les news de la semaine. Royal. Et on commence de suite avec un petit cassage de rétine sponsorisé par la Monnaie canadienne, donc la société d'État qui fabrique les pièces de monnaie au Canada et qui a souhaité rendre hommage aux artistes canadiens et à l'impact du Canada dans les comics américains. Joe Shuster, l'un des papas de Superman, était originaire de Toronto et on sait qu'il s'est inspiré de la ville pour créer celle de Metropolis, au point même que le Star Building, qui abritait le QG du journal le Toronto Star, a servi d'inspiration pour le QG du Daily Planet et du journal. De nombreux artistes canadiens ont contribué à faire du comics américain à travers les années, et là c'est à Jason Fabok, canadien, 33 ans, que revient la tâche de designer une pièce non pas sur laquelle figure Superman, ça a été fait des dizaines de fois, mais à travers laquelle figure Superman. Ça c'est déjà un petit peu plus culotté. Le résultat est en 3D, c'est juste magnifique, hein, une pièce de 300 grammes d'argent pur plaqué or pour les zones dorées qui a une valeur faciale de 100 $ canadiens mais qui coûte 1200 $ canadiens, soit 785 €. Mais rassurez-vous, il n'y avait que 1000 exemplaires et ils sont tous déjà épuisés, donc il faudra payer au moins le double, voire le triple, si vous voulez vous la procurer sur eBay. Twist. On connaissait les Infinity Warps de chez Marvel, cette espèce de mash-up façon David Guetta. On avait aussi eu droit au Batman du Dark Multiverse par Scott Snyder, et donc tous plus ou moins inspirés d'un personnage de la Justice League et du Joker. Et désormais, ça va être au tour de personnages de l'âge d'argent de chez DC, tout ce qui aurait pu être la star d'un Vous Souvenez-vous, qui vont être repris, réimaginés et réintégrés à l'univers DC grâce au Dark Multiverse dans l'annual numéro 1 de Sideways. C'est designé par Kenneth Rocafort et on aura droit à Jimmy Olsen dans sa version Porc Épic et dans sa version Loup-Garou. On aura droit à Superman en version négative, donc celui qui écoute du Mylène Farmer et du Evanescence. On aura droit aussi au Superman en version fourmi rouge, oui, qui te pique avec son dard, un DSK. Il y aura Lois Lane qui a pris la grosse tête, le melon. Laurie de Tritonis, une sirène qui a été créée par Bill Finger, le co-créateur officiel de Batman. Et enfin le plus classe, c'est le Comet Centaur qui à la base s'appelait Super Cheval, qui a été créé pour Supergirl, qui a bien évolué à travers les âges. C'était à la base un centaure qui a été transformé en cheval, puis reboosté pour redevenir un centaure, enfin bordel. N'hésitez pas à me dire quel personnage vous voudriez voir dans sa propre série après cet annuel. Pardon, il va être introduit au Harvey Wall of Fame. Il est l'un des créateurs de comics les plus connus de son époque. Il est le co-créateur de Watchmen. Il se démerdait déjà pas mal du tout et il se démerde encore mieux depuis que Alan Moore lui a cédé ses droits sur l'adaptation cinématographique de Zack Snyder. Je parle évidemment de Dave Gibbons, qui a été interviewé par Entertainment Weekly et qui en a profité pour présenter ses excuses au sujet de l'héritage de Watchmen. Il dit « Pour moi, c'est fou que Watchmen suscite toujours autant l'intérêt. Après tout ce temps avec Alan, nous pensions que nous aurions un léger succès avant que la série ne se termine et finisse dans le bac des invendus, et puis c'est tout. C'est extraordinaire que la série ait continué si longtemps et n'ait jamais cessé d'être imprimée. Si ça a pénalisé les autres, c'est parce que l'approche sombre et réaliste a été considérée par certains dans l'industrie comme la façon de faire des comics. Ça a donné une décennie de comics réalistes, sombres et nihilistes, ce qui n'était pas du tout ce que nous avions en tête. En réalité, si nous avions dû faire autre chose après Watchmen, ça aurait été quelque chose comme Shazam, de plus léger, autant humoristique plutôt que quelque chose de sombre et de réaliste. Je m'excuse auprès des lecteurs pour toute cette misère. Il s'excuse, mais il en est fier quand même, le type. Et au passage d'ailleurs, il parle de la série de Damon Lindelof, il dit qu'il a tout à fait confiance en ce réalisateur pour son approche de Watchmen, et il écorche un petit peu les préquels et les suites
à Watchmen, donc Before Watchmen et Doomsday Clock. Il dit que bon, il veut pas de drama, donc il met à l'abri les gens, il dit que c'est fait par des gens très talentueux, mais que au final ça n'élargit pas la portée de Watchmen. Et il dit qu'il préfère l'approche de Grant Morrison sur Multiversity ou sur Pax Americana, quelque chose de similaire à Watchmen, mais d'une manière un peu différente. Doc, à cette semaine, il y a tellement de toubib dans nos comics que je demande à ce qu'ils soient remboursés par la sécurité sociale. Après l'homéopathie, la comixopathie. Déjà, c'est le grand retour de Doc Octopus en Superior Spider-Man dans sa série régulière. Alors oui, Panini augmentera sûrement ses prix pour le Fresh Start, mais estimez-vous heureux qu'il ne vous demande pas 25 € puis la carte vitale pour le mensuel de Spider-Man. Bon, ceci dit, c'est complètement cosmétique, puisque Marvel se contente de changer le nom du one-shot à de prise de température, donc Superior Octopus en Superior Spider-Man, qui sortira lui en décembre par absolument la même équipe, Christos Gage et Mike Hawthorne. Mais chez DC aussi, on a embauché un psychothérapeute pour faire un diagnostic médical donc de Booster Gold, de Harley Quinn, de Superman, Wonder Woman et de Batman. Il s'appelle John Foster Elliott, il se présente comme un psychothérapeute, un écrivain et un musicien. Il a obtenu son master d'art et de psychologie dans une université par correspondance, et voici ce qu'il conclut. Superman présenterait un trouble de l'attachement classique et caractéristique des enfants adoptés. Il aurait une peur de la perte et il se réfugie dans la personnalité de Superman qu'il s'est construite pour se protéger du sentiment d'insécurité inconscient qu'il ressent, auquel il est en proie. Ça porte le code F4325 pour des troubles de l'adaptation avec perturbation mixte des émotions et des conduites. Pour Batman, je vous le donne en mille, ça remonte à l'enfance, puisque c'est la mort de ses parents qui l'a poussé à compenser en devenant un super-héros. L'intériorisation de sa souffrance a déclenché un mécanisme de réaction, et bon, sa douleur s'est transformée tout d'abord en violence, puis une violence qu'il a relâchée sur les autres. Il casse des culs, quoi. Moi, j'ai pas de master en psychologie. Le reniement de sa propre vulnérabilité émotionnelle accentue un petit peu l'aliénation, et bien Bruce Wayne repousse quiconque ferait preuve envers lui d'un petit peu de compassion ou d'empathie. Il a énormément de mal à se soumettre à l'autorité. Il peut faire partie d'une équipe seulement s'il la dirige, sinon c'est un loup solitaire, une chauve-souris solitaire. Ça se résume par le code F331, trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen. Moi je rajouterais le syndrome Brad Pitt, Angelina Jolie et Johnny Hallyday, qui consiste à adopter plein d'enfants, auquel j'associe aussi le syndrome Marc Dutroux, qui consiste à faire avec eux des choses illégales dans des caves et costumées. Wonder Woman éprouve une réaction dépressive généralisée, tandis que Booster Gold est un sociopathe narcissique qui souffre d'anxiété généralisée, et Harley Quinn souffre d'un trouble schizo-affectif. Le problème, c'est que certains ont critiqué cette petite tribune dans les colonnes de Disney numéro 4, et disent que c'est pas digne du soin qui est nécessaire à la psychologie. C'est le cas de la doctoresse Janina Scarlett, qui a eu son doctorat de psychologie à l'université de New York et qui depuis toujours se sert de cas empruntés à la mythologie, à la culture populaire et cinématographique pour aider ses patients dans les thérapies. Elle a publié une tribune dans laquelle elle trouve que le travail d'Elliott aurait besoin de plus d'explications, de preuves, et que cette représentation erronée et grossière de la maladie mentale peut endommager la représentation de ceux qui souffrent de ces troubles dans la réalité. Elle espère que Heroes in Crisis déstigmatisera la maladie mentale et la représentera sans caricature aucune. Elle appelle aussi tous les auteurs à une extrême prudence lorsqu'ils abordent ces thématiques. Au moins c'est dit. L'art n'attend pas. Quand on lui a proposé d'écrire Green Lantern, Grant Morrison a tout d'abord dit qu'il était beaucoup trop occupé et qu'il n'aurait jamais le temps. Alors à la fin du repas, il a dit qu'il aurait peut-être une idée en 12 chapitres qu'il a écrit et envoyé à DC dans le mois. Et personnellement, j'ai toujours considéré les artistes comme des totems qui portent sur leurs épaules le lourd fardeau du processus créatif. Et un petit peu comme une diarrhée, quand l'art vient, tu ne peux pas le retenir. Peut-être retravailler la comparaison. Bref, Grant Morrison a déjà fait savoir qu'il travaillait sur la suite de ces 12 chapitres, et puisqu'il se réapproprie le format des séries TV, on peut dire qu'il y aura bel et bien une saison 2 du Green Lantern de Grant Morrison et de Liam Sharp. Tiens, et quand deux excellents totems se rencontrent pour parler d'un projet secret, le mien à moi de totem est en demi-molle carrément exploitable, puisque Jeff Lemire et Matt Kindt travailleraient donc sur un projet secret ensemble. Alors Valiant, pas Valiant, on verra. En tout cas, quand lui il travaille avec le feu, le résultat est garanti d'être explosif. Tiens, lisez. Moi en ce moment je suis sur 3 petits trucs. D'abord le Rokirama du mois de septembre sur Shane Black avec une interview et une rétrospective. Et c'est toujours intéressant qu'on aime le cinéma ou non. Alors vous mieux avoir une petite affinité, mais ça permet de découvrir vraiment
le processus créatif, moi c'est ça que j'aime bien. Et le tome 6 de Birthright qui vient de sortir chez Delcourt par Joshua Williamson, par Andrei Bressan. Donc tout ça, ça part quand même d'un pitch de base très simple. On perd un petit enfant tout gringalé dans la forêt, il revient un an plus tard, c'est Conan le barbare, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que voilà. Donc ça c'est évidemment dans le numéro 1, mais je vais pas vous spoiler le 6. Tout ce que je peux vous dire, c'est que la construction du monde est solide, c'est magnifique. Les dessins d'André Bressan sont juste sublimes. Et il y a quand même des tensions psychologiques dans cette aventure qui méritent d'être lues. J'ai aussi lu Maximum Carnage, la vieille série des années 1993, et ça m'a rappelé pourquoi j'aimais pas bouffer des crevettes. Parce que déjà, après tu as les doigts qui puent, ça c'est important, et qu'en plus il faut décortiquer pour arriver à bouffer quelques grammes de chair, donc ça vaut même pas le coup d'en emmerder les crevettes. Voilà, c'est la fin de ce JT, j'espère qu'il vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires YouTube, je réponds à chacun d'entre vous, mais aussi sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram. On est là pour partager, c'est là aussi que vous me laissez vos petits messages pour le bandeau tous les mardis. Je le dirai jamais assez, lisez, lisez et lisez. Moi, je vous donne rendez-vous pour le JT numéro 158 avec 3 choses. D'abord, enfin les résultats du concours avec Netflix. Je sais que vous attendez depuis au moins 8 JT. Ensuite, ce sera les 3 ans du JT Comics. Donc ça se fête. Mais on va faire ça en toute sobriété, en toute élégance. Je vais me faire plaisir surtout et j'espère que ça vous fera plaisir. Et ensuite, et ça ne dépend pas de la date, c'est toujours des nouvelles toutes fraîches. Oh putain! Je viens de réaliser que Thanos aussi avait été remplacé par les Skrulls. Toujours pareil, ils maîtrisent pas du tout la couleur, les types. Pas assez violet le Thanos. Je parle de la couleur, tu te calmes.